Bonjour, donc c'est la troisième vidéo sur la partie 1945-1980. Plus précisément, c'est la troisième vidéo sur la partie 1945-1959. On avait déjà vu 45-59 à l'échelle mondiale, à l'échelle canadienne. Maintenant, on est à l'échelle québécoise. En effet, c'est quoi les changements pour le Québec dans cette période? Sachez ce qu'il faut retenir absolument, c'est que le premier ministre le plus marquant pour cette période, c'est Maurice Duplessis. Il a déjà été premier ministre du Québec. Puis rappelez-vous, là on est dans les premiers ministres du Québec, hein, pas ceux du Canada, au provincial. On est premier ministre du Québec. Il a déjà été premier ministre avec son parti l'Union nationale de 1936 à 1939, donc pendant la fin de la Grande Dépression. En 1944, il va être élu jusqu'à sa mort en 1959. Donc c'est assez facile pour cette partie-là, parce que les années 50 au Québec, c'est vraiment Maurice Duplessis dont il faut se souvenir. C'est sûr qu'il y en a eu d'autres, hein. Après la mort de Maurice Duplessis, il y a Paul Sauvé qui va faire juste 4 mois et 4 autres mois pour Antonio Barrette. Mais je le répète, si vous en avez un à retenir, c'est vraiment Maurice Duplessis, 44-59. Il est réélu 4 fois en 44, en 48, en 52 et en 56. Donc c'est vraiment l'homme clé des années 50, 1900, fin 40 puis 1950 au Québec. Alors, Maurice Duplessis, c'est le successeur de Adélard Godbout, qui a été Premier ministre de 1939 à 1944 pour le Parti libéral. Adélard Godbout, c'est celui qui a permis le vote des femmes en 1940, qui a permis aussi en 1943 l'obligation de la fréquentation scolaire pour les enfants. C'est pas ce qu'on lui reproche, hein, véritablement. Ce sur quoi va jouer Maurice Duplessis dans sa campagne de 1944, c'est que lui va se positionner avec la grande idée qu'il est pour l'autonomie provinciale et donc contre l'ingérence du fédéral. C'est l'axe de sa campagne de 1944, surtout après la deuxième crise de la conscription. N'oubliez pas, en 1942, les Québécois ont été obligés d'aller se battre, entre guillemets, parce que le Canada avait majoritairement voté pour, pendant le plébiscite de Mackenzie King, pour le fait que finalement on relevait le Premier ministre du Canada, Mackenzie King, de sa promesse qu'il n'y aurait pas de conscription, pas d'obligation pour les soldats d'aller se battre, seulement du volontariat. Sauf qu'en 1942, avec le plébiscite et les besoins en hommes, finalement le Canada donne l'autorisation à la conscription, mais le Québec, lui, est totalement contre. Donc ça nous a amené à la deuxième crise de la conscription en 42. Bien évidemment, c'est là-dessus que Maurice Duplessis va jouer. Regardez ici le vrai champion de l'autonomie des provinces, donc pour l'autonomie provinciale, pour les droits des provinces, bien sûr, contre Ottawa, et cette opposition entre Ottawa et Duplessis. Là, Duplessis, c'est lui qui va protéger l'autonomie du Québec contre le centralisme du fédéral. On a aussi des allusions à justement la crise de la conscription, et c'est pour ça qu'il va gagner en fait ces élections. Les négociations constitutionnelles en 1945-1946, il y a des tentatives du fédéral de justement continuer son ingérence. Pendant la guerre et puis pendant la Grande Dépression, il y avait même eu une réflexion avec une commission royale sur les relations entre le Dominion, donc le fédéral, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, et les provinces, la commission Rowell-Sirois. L'idée, c'était de se dire qu'est-ce que le fédéral peut faire pour relancer l'économie, puis on avait vu quelques actions. Et comment aider les gens, en fait, au Canada, d'un point de vue social. C'est eux qui, par exemple, ont l'idée de mettre en place des allocations chômage, des allocations familiales, etc. Sauf que ce sont des programmes du fédéral. Le fédéral, après la Seconde Guerre mondiale, propose effectivement de continuer dans cette veine-là, c'est-à-dire de diminuer le pouvoir des provinces, du moins les champs de compétences des provinces, et que le fédéral, à l'inverse, s'occupe de plus en plus de plein de choses. Donc là, une rencontre, par exemple, avec le Premier ministre du Canada, William Lyon Mackenzie King, et Maurice Duplessis, donc qui représente le Québec. Bien évidemment, ils ne s'entendent pas. Maurice Duplessis ne veut pas
de ces négociations constitutionnelles. Il veut que le Québec bénéficie de son entièreté de l'autonomie provinciale. Le premier acte pour défendre cette idée de l'autonomie provinciale chez Duplessis, ça va être un acte symbolique, la création du drapeau du Québec. Alors, je vous rappelle qu'à l'époque, le Canada n'a pas vraiment de drapeau. Normalement, c'était le Union Jack, c'est-à-dire juste la partie, tout ce qui est rouge, vous l'enlevez, là, vous gardez juste la croix, puis le drapeau bleu, blanc, rouge des Britanniques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, rapidement, on décide de se doter de ce drapeau là au complet qu'on appelle le Red Ensign, et c'est censé représenter un peu tous les peuples qui ont créé le Canada. Donc on a les 3 lions qui représentent sur fond rouge la Grande-Bretagne, le lion rouge sur fond doré qui représente l'Écosse, la harpe sur fond bleu qui représente l'Irlande, les 3 fleurs de lys pour le Québec et les 3 feuilles d'érable qui représentent l'intégralité des Canadiens. Le drapeau proposé par Duplessis pour représenter le Québec, vous voyez, qui est radicalement différent. Il a choisi la couleur bleue parce que traditionnellement la couleur rouge c'était la couleur de l'armée britannique et la couleur bleue c'était la couleur de l'armée de France. On prend aussi la croix blanche, autre symbole de l'armée du roi de France, et la fleur de lys qui est un autre symbole de la royauté française. Donc voilà le drapeau qu'on va appeler le fleur-de-lysée qui est créé en 1948, bien avant le drapeau canadien d'ailleurs qui va être créé seulement en 1965, et c'est vers 1950 qu'on va un peu remettre les fleurs de lys droites là, pour la partie pour le drapeau tel qu'il est affiché ici. Donc retenez 1948, création du drapeau du Québec, acte symbolique qui montre la volonté de faire un Québec fort, un Québec qui affirme son autonomie et son identité provinciale. Les programmes sociaux aussi, ça chicote un peu Maurice Duplessis parce qu'il y voit une ingérence du fédéral. Puis en même temps, il va y avoir des points de tension à ce sujet. En 1945, c'est les allocations familiales. Dans tout le Canada, les allocations familiales, qui sont un programme fédéral, sont versées à la mère. Maurice Duplessis va insister pour que ce soit versé au père. Et pourquoi? Parce que Maurice Duplessis, c'est quelqu'un qui est très traditionnaliste, très conservateur au niveau social, au niveau culturel, et il considère que c'est le chef de famille qui dirige, il se fait des fois même surnommer le chef. Et bien évidemment, pour lui, les femmes, elles s'occupent pas d'argent. Et c'est Thérèse Casgrain, qui est une des grandes féministes, une de celles qui a lutté pour le droit de vote des femmes au Québec, qui va notamment réclamer à ce que finalement ce soit versé aux mères comme ailleurs au Canada. L'autre élément qui montre les tensions entre fédéral et provincial, entre le Québec et Canada et Ottawa, en 1951, le gouvernement fédéral propose un financement des universités partout dans le Canada. Et en 1952, Maurice Duplessis va demander à toutes les universités québécoises de refuser ce financement. Puis on voit bien là sur le tableau, avant 1951, si je prends Laval, j'avais 1 747 000 $ de financement. Puis après, en 1952, avec le refus de cette aide du fédéral, on tombe à 697 000. Donc on voit bien que il y a une opposition à recevoir de l'argent du fédéral. On veut garder notre autonomie, on veut pouvoir décider nous-mêmes de ce qu'on fait comme programme. Puis pour cela, par contre, il faut de l'argent. Alors où est-ce qu'il va trouver cet argent? Et il dit aux universités, vous inquiétez pas, vous allez en avoir, mais il faut d'abord que je fasse passer une loi. Cette loi, elle est super importante, c'est en 1954. Maurice Duplessis décide de créer, ou plutôt de recréer l'impôt provincial. Ça, normalement, c'est le fédéral qui s'occupe de l'impôt sur le revenu depuis 1917. Donc là, Maurice Duplessis prend un grand risque. Et finalement, c'est très bien que le fédéral va s'incliner, profite de toutes sortes de manœuvres politiques pour qu'en fin 1955, le fédéral cède et par conséquent,
Pour les Québécois, il y aura désormais 2 impôts, un impôt fédéral puis un impôt provincial, et il faudra qu'ils remplissent 2 impôts, 2 rapports d'impôts. Alors si j'en reviens à mes universités, c'est pour ça que sur mon tableau, on voit bien qu'à partir de 1955, le Québec va toucher les revenus de son impôt provincial et va pouvoir largement augmenter le budget des universités, là, qui passe à 4,9 millions pour Laval. Dans la population, cette autonomie provinciale, puis cette volonté de défendre l'identité québécoise, elle est là aussi, hein. Il y a un élément qui peut sembler être la petite histoire, mais en 1955, c'est l'émeute du Forum, donc c'est pendant un match de hockey le 13 mars 1955, il y a un match contre les Canadiens de Montréal et les Bruins de Boston. Il y a un combat entre 2 joueurs. Maurice Richard, qui est le joueur vedette des Canadiens, qui représente la fierté francophone, est frappé à la tête. Et le juge de ligne essaie de le maîtriser, mais pendant qu'il le retient, Maurice Richard, on se retrouve avec l'autre joueur qui continue de frapper Richard. Donc Richard est en danger, donc il décide de frapper le juge au final en retour, ce qui lui vaut une exclusion des matchs, ce qui va être largement popularisé dans la presse anglo-saxonne, on le voit bien ici, là. Au final, le 17 mars, la foule est comme choquée par cette décision de la LNH et par conséquent, elle décide de manifester à l'extérieur d'un match des Canadiens. Elle s'en prend même au commissaire de la Ligue nationale du hockey et il y a une bombe artisanale sur la glace, ça vire à l'émeute totalement et c'est Maurice Richard lui-même qui va, par la radio, demander aux gens de se calmer. Cette émeute-là, qui est très violente, montre cette fierté des francophones, des Canadiens français, des Québécois qui veulent défendre sur la patinoire comme dans la vie leurs droits face aux anglophones. Donc ça montre bien cette naissance d'une nouvelle forme d'identité puis une nouvelle forme de nationalisme québécois. En économie sous Duplessis, en 1944-1945, un des grands projets de l'administration Duplessis, c'est la modernisation de l'agriculture. Il crée le ministère de l'Agriculture en 1944 et la loi sur l'électrification rurale. Le but, c'est qu'il y ait l'électricité à la campagne aussi pour pouvoir développer les fermes, pour faire en sorte qu'elles soient plus modernes. Par exemple, ici, on va faire des sortes de coopératives et vous voyez aussi les vaches qui sont mises sur des espèces de... Là, c'est le espèce de grand élément tournant. Donc, on met les vaches, puis elles vont être traites. La traite va avoir lieu mécaniquement grâce à l'électricité. On a aussi les tracteurs, etc. Donc, il y a vraiment une modernisation de l'agriculture. Pourquoi Duplessis? C'est un des rares domaines où le gouvernement intervient en économie parce que l'essentiel de son électorat, les gens qui votent pour Duplessis sont surtout les gens de la campagne. Donc c'est une façon de les récompenser, de montrer qu'il est à leur écoute et de gagner les prochaines élections. Donc électrification des campagnes, 1945, ce qui permet l'arrivée de l'électricité et la modernisation des fermes. Le grand élément qu'il faut retenir pour le développement économique sous Duplessis, c'est le libéralisme économique. Donc, je vous rappelle que le libéralisme économique, l'État n'intervient pas en économie. Il y a peu de taxes sur les entreprises, on fait très peu de lois, très peu de réglementations, et c'est les entreprises privées qui se chargent du développement économique. Ça tombe bien parce que dans les éléments du contexte, on est super alliés avec les Américains. Et les Américains, ils ont besoin de fer, notamment pour les bombes, pour les sous-marins, pour tout ce qui concerne les besoins militaires avec la guerre froide, mais aussi pour tout ce qui est leur acier qui fait rouler leur économie, leur industrie, la voiture notamment. Donc ils ont besoin de fer. Le problème, c'est que aux États-Unis, les gisements de fer sont totalement épuisés. Avec la continentalisation de l'économie, on décide d'importer le fer du Canada vers les États-Unis et notamment le fer du Québec. Donc ça va participer au développement du secteur minier.
Les deux régions qui vont le plus bénéficier de ce développement économique grâce aux entreprises américaines, grâce au libéralisme économique sous Duplessis, c'est le Nouveau-Québec, essentiellement le nord du Québec, c'est l'actuel Nunavut, notamment les villes autour de la baie James, c'est surtout la ville de Shefferville, de Gagnon, qui sont sur la fosse du Labrador, qui est la partie en rouge, qui est super riche en minerais de fer. Et aussi la côte nord, notamment avec les villes de Sept-Îles et de Port-Cartier qui vont servir à l'exportation du fer par la voie maritime du Saint-Laurent, mais aussi Havre-Saint-Pierre qui, par exemple, fournit du fer, elle aussi, et du titane. Le développement de ces villes qui vont être, comme ici vous avez une image de Shefferville. Bon, Shefferville, ça a été créé par l'entreprise Iron Ore Company, donc IOC, qui est une entreprise américaine, puis qui va vraiment tout construire. Les maisons pour les employés, les magasins, toutes les routes, tout appartient à l'IOC. C'est aussi une ville comme Port-Cartier qui va être vraiment créée pour le développement pour l'exportation du fer de Shefferville et Gagnon. Donc l'idée, c'est qu'on va créer un immense port là, pour pouvoir exporter par la voie maritime du Saint-Laurent ce fer qu'on va ensuite envoyer notamment vers les Grands Lacs américains ou en Europe. Pour cette île, c'est notamment aussi la construction d'un immense chemin de fer qui a été construit une fois encore par l'entreprise privée l'Iron Ore Company, donc IOC, et qui va permettre de relier Shefferville à cette île. Ce chemin de fer, donc c'est pour l'exportation du fer du Québec. Donc ça montre bien que ça va grossir, même créer des villes au complet si on prend Shefferville, puis ça va venir faire en sorte qu'il y a des villes qui n'étaient que des gros villages, qui vont vraiment devenir des grosses villes comme cette île et Port-Cartier. Donc retenez que le libéralisme économique et le développement sous Duplessis, ça touche deux régions. La première région, vous l'avez en rouge, c'est le Nouveau-Québec, notamment la ville de Shefferville, et la côte nord, notamment les villes de Sept-Îles, Port-Cartier et Havre-Saint-Pierre. D'un point de vue social, on est dans une société qui est très conservatrice, c'est-à-dire des vieilles valeurs, le père de famille a toujours raison, on va à l'église, on obéit aux prêtres, et le cléricalisme, ça veut dire que c'est les prêtres, les moines, les sœurs de l'église qui s'occupent de l'éducation et qui s'occupent de la santé. Donc à l'époque, les professeurs, ce sont des membres du clergé, donc cléricalisme. Les dames qui soignent, les infirmières, les infirmiers, ce sont aussi des membres du clergé, donc des religieux. C'est ça le cléricalisme. Le conservatisme social, c'est les vieilles valeurs, c'est l'autorité traditionnelle. Donc dans ceux qui sont les plus écartés de cela, par exemple, sont les femmes, sont les enfants qui n'ont aucun droit, qui sont pas écoutés. Les femmes, on demande d'obéir à leur mari, etc. Donc on est encore sur quelque chose qui représente les vieilles valeurs du Québec. Duplessis pour le libéralisme économique, ce qui fait que, à part l'agriculture, il y a très peu de financement, notamment pour la santé et l'éducation. Or, c'est dramatique parce qu'on est en plein baby-boom, donc il n'y a jamais autant d'enfants au Québec et pourtant, les écoles sont sous-financées. En 1951, par exemple, il y a 70% des écoles qui ont seulement une seule classe. 60% des écoles sont sans électricité, même sans toilettes. On a même le cas des orphelins de Duplessis où on a des gens qui sont avec un retard intellectuel qui sont traités n'importe comment et qui vont subir toutes sortes d'abus parce que tout le monde s'en fout puis c'est sous-financé. Au niveau de la santé à l'époque est payante pour les Québécois et il y a une discrimination pour les non-catholiques. Le seul hôpital qui accueille sans aucune distinction les médecins qui sont pas catholiques, les patients qui sont pas catholiques, c'est l'hôpital juif de Montréal qui a été créé en 1934 à cet effet. Par conséquent, les années de Duplessis, il y a quand même une forte opposition qui va grandir de plus en plus. Parfois, on appelle ces années-là la grande noirceur. Notamment, les syndicats sont très opposés à Duplessis. Pourquoi ?
Parce que Duplessis, c'est un anticommuniste farouche. Et puis, en pleine guerre froide, les Américains le soutiennent à 100% parce que tout le monde a peur du communisme dans l'ère de l'Ouest. Mais ça fait qu'on assimile parfois anticommunisme puis antisyndicalisme. Donc, Duplessis est toujours du côté du patron, toujours du côté de l'entreprise, et il défend très très peu les ouvriers. On a même aussi de la censure, c'est-à-dire que la loi du cadenas qui avait été votée justement sous Duplessis, qui vise à censurer tout contenu qui serait trop de gauche, trop communiste, elle continue. Et bien évidemment, ça se fait souvent au désavantage des ouvriers. En 1949, il y a une grande grève, une série de grèves, notamment la grande grève de l'amiante, qui a lieu dans les deux villes qui produisent le plus d'amiante, Thetford Mines et Asbestos. Asbestos qui veut dire amiante en anglais. Il y a 5000 ouvriers en grève pendant 5 mois. Ça va fortement diviser l'opinion publique. D'un côté, Maurice Duplessis, soutient le patronat. Lui, il est contre la grève. Duplessis envoie même la police contre les grévistes. Il fait arrêter les meneurs. Il les fait parfois bastonner, comme vous voyez sur la photo, c'est pas tendre. Le patronat, souvent, va demander de l'aide à Duplessis pour contrer cette guerre. L'Église catholique, elle est souvent du côté de Duplessis parce que Duplessis leur laisse les coups des franges pour ce qui est de la santé et de l'éducation. À l'inverse, il y en a qui sont pour la grève, bien sûr, les ouvriers, les syndicats, qui dénoncent surtout les conditions de travail, notamment la dangerosité de l'amiante pour les ouvriers. Mais il y a aussi les intellectuels, les artistes. Il y a même un évêque, Monseigneur Charbonneau, qui soutient la grève des ouvriers en disant c'est normal, faut aider ces femmes et les enfants qui essayent juste de vivre décemment de leur travail, puis de faire en sorte de ne pas être touchés par toutes sortes de maladies. Duplessis a tellement de pouvoir que Monseigneur Charbonneau va quand même devoir quitter son poste d'évêque de Hearst dans la banlieue de Montréal et il va être muté en Colombie-Britannique parce qu'il a osé contester Duplessis et que l'Église catholique du Québec se rallie toujours en majorité à Duplessis. Donc retenez que Charbonneau, c'est comme l'exception dans l'Église catholique. En général, il y a vraiment une opposition, il y a Duplessis et le patronat contre les syndicats, les intellectuels et les artistes. Dans la contestation de cette ère Duplessis, les artistes notamment vont rédiger le manifeste du refus global en 1948, qui va vraiment avoir un impact sur la jeunesse, avec Riopelle et de Porduas, pour ne citer qu'eux, qui dénoncent tout ce conservatisme social et qui rêvent de plus, qui rêvent de modernité, qui rêvent de liberté pour tous. Cité Libre aussi, c'est une revue qui a été créée par Pierre Elliott Trudeau, qui va être un de ceux qui va vertement critiquer le duplessisme. Donc retenez ce nom parce qu'on va en reparler. À la mort de Duplessis, en 1959, les accusations sont nombreuses. On accuse Duplessis de corruption, de favoritisme, notamment favoriser les milieux ruraux, on l'a vu avec l'électrification rurale, mais aussi de pratiques électorales douteuses, des urnes qui disparaissent, des votes qui ne sont pas comptabilisés, etc. Quand il meurt, celui qu'il remplace, c'est Paul Sauvé. Paul Sauvé est parfaitement conscient qu'il va falloir changer quand même le système Duplessis, et à tel point qu'en 4 mois, il chôme pas, parce qu'il fait quand même 66 lois pour moderniser le Québec. Mais au final, c'est pas lui qui va vraiment changer le Québec. 1960, ce sera surtout le gouvernement Lesage, qu'on verra dans la prochaine leçon, et la fameuse Révolution tranquille.